Bonjour, bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Ici, ça va tranquillement. J'ai fini mon chapitre 1. Yeah! Je suis pas peu fière, ça y est, c'est fait. Et d'ailleurs, pour vous tenir compagnie visuellement pendant cette vidéo, je vais vous mettre un extrait de la colorisation, histoire d'avoir quelque chose de sympa à regarder. Mais en même temps, si vous n'avez pas envie de regarder, si vous voulez juste écouter façon podcast, vous pouvez aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on va parler un petit peu plus sérieusement de la création de la BD. J'ai fait une première vidéo qui était peut-être un peu une introduction, histoire de placer un petit peu le contexte. Et là, je crois qu'on va parler un petit peu plus de la création de BD en elle-même. Et je vais essayer de vous donner évidemment des conseils. En tout cas, je vais un peu plus centrer ces vidéos sur la façon dont moi j'ai fait pour ma BD. Ça veut évidemment pas dire que ça doit s'appliquer à vous, mais ça peut vous donner des pistes. Et puis, c'est toujours la même chose, hein, on vous donne des conseils, à vous après de choisir lesquels vous voulez appliquer et lesquels ne sont pas pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Il y a quand même des conseils qui sont simplement des conseils de bon sens, donc bon, ne soyez pas non plus, on va dire, rebelle pour le principe d'être rebelle. Des fois, il y a des choses qu'on vous dit, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour le mieux pour votre propre création. Mais il y a aussi des fois des choses qu'on va vous dire, par exemple de la méthodologie, qui ne va pas forcément s'appliquer à vous, et là, c'est à vous de décider de ce qui vous convient ou pas. Bref, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez le reste. Avant de commencer à parler de la création du scénario qui pour moi a été la première pierre et qui je pense devrait l'être pour tout le monde, je vais quand même préciser deux petites choses. La première, c'est que j'ai fait le ménage sur la chaîne YouTube. J'ai retiré beaucoup de vidéos, alors elles sont toujours accessibles, simplement je les ai migrées sur mon Patreon. Donc si vous vous abonnez sur Patreon, c'est gratuit, hein. C'est comme s'abonner sur YouTube ou sur un autre réseau social. C'est gratuit de s'abonner et vous pouvez accéder à un genre de playlist. Alors eux, ils appellent ça des collections et je l'ai appelé archive YouTube et vous pouvez revoir des anciennes vidéos. Comme ça m'a permis un petit peu d'aérer la chaîne et puis la chaîne existe quand même depuis très longtemps, donc il y avait vraiment des vidéos qui dataient et qui n'étaient pas forcément celles que je voulais plus le mettre en avant parce que ça date un petit peu. Donc comme ça permet un petit peu de resituer le propos. Et deuxième chose, il existe aussi une playlist déjà que j'ai faite pour la création de bande dessinée. Elle date un petit peu, mais c'est une des choses que j'ai décidé de laisser sur YouTube parce que c'est littéralement mes vidéos les plus vues. Donc je pense qu'elles ont encore un intérêt. J'ai décidé de mettre entre parenthèses la date. Donc c'est la première playlist, j'ai précisé qu'elle date de 2019. Comme ça, vous savez que c'est la plus ancienne. Et j'ai créé une nouvelle playlist pour cette série de vidéos-là qu'on est en train de faire, où c'est bien précisé que là, on est 2025. Comme ça, vous pourrez replacer ça dans la temporalité. Et aussi, du coup, il y a probablement beaucoup de choses que je vais raconter là, dans cette série de vidéos, de nouvelles vidéos, qui sont exactement la même chose que j'ai déjà dites il y a quelques années, et d'autres probablement pas, parce qu'on évolue, on change d'avis, ou alors on affûte un petit peu son opinion. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des choses avec lesquelles vous allez entendre des répétitions et d'autres avec lesquelles au contraire j'ai changé d'avis. C'est normal, on évolue et puis on s'éduque un petit peu et puis il y a des choses qui restent vraies en toutes circonstances et d'autres sur lesquelles peut-être on peut évoluer un petit peu. Mais voilà, la playlist est là, si vous voulez aller la regarder, elle est toujours disponible. So, le scénario. Le scénario, je l'ai déjà dit il y a quelques années, je le répète maintenant, c'est la base de tout. N'oubliez pas que vous êtes là pour raconter une histoire. Bien avant la création des personnages, bien avant la création de votre univers / world building, vous êtes avant tout là pour raconter une histoire, ok? Ça veut dire que même si cette histoire est visuelle, la façon dont vous allez la raconter, c'est le plus important. En fait, il n'y a pas de mauvais scénario, il n'y a que des mauvaises narrations. Il y a fort à parier que votre histoire, il y a beaucoup de gens qui l'adoreraient. Si vous l'aimez, c'est qu'il y a d'autres gens qui sont prêts aussi à l'aimer. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est pas l'idée du scénario en elle-même, c'est la façon dont elle va être expliquée, la façon dont elle va être présentée au lecteur. Et c'est là que souvent ça pêche. En particulier parce qu'en bande dessinée, il ne s'agit pas que d'écriture. Il y a aussi le visuel qui va avec. Donc il y a une double narration en fait. Vous avez une narration qui est purement l'écriture, donc c'est ce qui va se passer dans les bulles de dialogue par exemple. Et vous avez la narration qui est aussi visuelle. Et les deux doivent coller et les deux doivent être efficaces. Je ne vais pas tout de suite parler du dessin parce que de toute façon le dessin ça vient pas dans l'immédiat.
D'abord, là, on est dans la phase où vous avez une idée, une petite étincelle de scénario, et vous voulez écrire cette histoire. Je vais dire quelque chose que j'ai aussi probablement dit la dernière fois, mais que je redis là, et qui est très important, et je prêcherai pour cette paroisse jusqu'à la fin des temps. Vos personnages et votre world building doivent être au service de votre scénario et pas l'inverse. Je répète, vos personnages et votre world building doivent être au service de votre scénario et pas l'inverse. C'est pas je crée des personnages et après je leur écris une biographie. C'est pas j'invente un world building, je crée un univers et après je vais faire un texte géopolitique pour expliquer ce qui se passe dans ce monde-là. Non. Non, non, non. Vous racontez une histoire. Cette histoire, certes, elle peut se passer dans un univers que vous avez inventé. Certes, ça peut être l'histoire qui met en scène ces personnages-là. Et je dis pas qu'il peut pas y avoir un petit peu d'overlap. Évidemment que des fois, vous créez un personnage et puis vous vous dites « Oh, j'aimerais bien raconter une histoire parce que j'aime beaucoup ce personnage, j'aimerais bien créer une histoire qui va le mettre au centre de ce scénario. » Oui, bien sûr que c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir une idée de world building, d'un univers que vous avez inventé, et ensuite vouloir raconter une histoire qui se passe dans ce monde-là. Bien sûr qu'il peut y avoir un déclencheur qui n'est pas juste un scénario en lui-même. Mais ce que je dis, c'est que si ça peut être une base, ça peut être le petit truc qui va vous donner envie d'écrire l'histoire, il ne faut pas que ce soit l'histoire qui s'adapte à votre world building ou l'histoire qui s'adapte à votre personnage. Parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de difficultés pour faire votre histoire que si vous aviez d'abord pensé votre histoire. Et je vais m'expliquer sur ce point. Vous allez voir beaucoup de vidéos de conseils sur Internet et les vidéos qui vous parlent de, par exemple, vous écrivez votre histoire pour mettre en scène vos personnages, elle est au service de vos personnages, donc l'inverse de ce que je viens de dire. C'est le même genre de personnes qui vont vous faire des vidéos pour vous expliquer comment faire pour ne pas vous retrouver avec des trous dans votre scénario, pour ne pas vous retrouver avec trop de personnages dans votre scénario, pour ne pas vous retrouver avec trop d'explications, ce qu'on appelle de l'infodumping sur votre world building, etc. Tout ça, c'est des problèmes que vous épargnez et qui s'éliminent d'office si vous faites ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous écrivez d'abord votre scénario. Une fois que vous savez ce que vous voulez raconter, vous allez créer les personnages selon les besoins du scénario. Vous allez raconter ce qui est utile de votre world building pour la compréhension de l'histoire. Et comme ça, vous allez vous épargner tous les autres soucis. Vous n'avez pas de souci de cohérence du scénario parce que vous savez déjà ce qui va se passer. Vous n'avez pas de souci de personnages en trop ou pas assez parce que vous savez exactement de combien de personnages vous avez besoin pour votre histoire. Vous n'avez pas de souci de est-ce que cette information elle est importante ou pas parce que vous savez déjà si elle va être importante pour votre histoire ou pas. Donc vous savez exactement quand les donner et vous savez comment répartir tout ça. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas un petit peu mélanger tout ça. Bien sûr que s'il y a un personnage que vous aimez beaucoup, par exemple un archétype de personnage que vous aimez beaucoup et que vous voulez mettre absolument dans votre scénario, peut-être que vous pouvez un petit peu tricoter l'histoire pour que vous puissiez mettre en avant ce personnage. Bien sûr que vous pouvez faire ça. Peut-être que s'il y a un élément dans votre world building que vous aimez beaucoup, mais qui n'est pas essentiel, vous pouvez trouver un moyen de trouver peut-être un plot ou un élément de scénario qui va faire qu'à un moment donné, cet élément-là va être mis en avant. Vous pouvez faire ça. Ce que je dis, c'est que ça ne doit pas être la base de votre fonctionnement et que ça ne doit pas être la base de votre création. Sinon, en fait, c'est un petit peu comme si vous faisiez à l'envers. Quand vous, par exemple, vous voulez construire un château en Lego, c'est pas vous prenez d'abord les pièces au hasard et après vous dites ok, qu'est-ce que je vais construire comme château? Non, vous avez une idée de ce que vous voulez construire et vous allez choisir les pièces en conséquence. C'est un peu la même chose avec votre scénario. D'abord, vous savez ce que vous voulez raconter et après, vous allez choisir les éléments narratifs pour raconter cette histoire et le raconter de façon efficace. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce que je voudrais là, c'est focus un petit peu le propos autour de la façon dont moi j'ai créé l'histoire pour que vous puissiez un petit peu m'accompagner dans cette aventure et aussi parce que, évidemment que comme c'est moi la créatrice de l'histoire, j'ai plus de facilité à vous expliquer quel était le cheminement de la pensée, ce que je peux pas faire avec les autres histoires parce que je suis pas là dans la tête des autres auteurs. Par contre, je peux vous expliquer pourquoi moi j'ai fait certains choix, qu'est-ce qui a marché pour moi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi, etc. L'idée, c'est pas de dire que c'est moi la référence, l'idée c'est de dire voilà ce qui s'est passé pour moi. Il y a des choses à prendre pour vous, il y a d'autres choses à laisser de côté. Et ça va être, je pense, la principale différence entre cette série de vidéos et la précédente, la playlist de 2019, parce que en 2019, j'avais pris quand même pas mal de recul et j'avais essayé de faire assez exhaustif.
Je vais essayer de le faire là également, mais je vais tourner autour de la façon dont moi j'ai créé l'histoire, histoire que vous ayez aussi un petit peu quelque chose auquel vous raccrochez, un exemple concret pour vous dire, ok, elle a dit ça, maintenant, est-ce qu'elle l'a appliqué ou est-ce qu'au contraire, elle l'a pas appliqué et comment ça s'est traduit dans la création de son propre scénario. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas si je fais souvent référence à ma propre histoire. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut faire la même chose, ça veut juste vous donner un petit peu un exemple concret, un petit os à ronger pour que vous sachiez ce que j'ai voulu dire concrètement quand j'explique telle ou telle chose. C'est bien beau tout ça, mais je ne vous ai toujours pas dit de quoi parler mon histoire, donc il est plus que temps que je vous donne un petit peu de contexte et que je vous fasse un petit résumé. Mon histoire s'appelle Typhoon Club, prononcez comme vous voulez, peu m'importe. Ce titre, c'est une grosse référence au wink wink clin d'œil à un film des années 80, un film japonais qui s'appelle Typhoon Club, et qui n'est pas très connu en France, en tout cas j'ai connu personne qui le connaissait, mais ces derniers temps, il est un petit peu revenu sur le devant de la scène parce qu'il a été remasterisé. Donc, je sais pas, vous aurez peut-être l'occasion de le voir. En tout cas, il est assez facile à trouver gratuitement sur Internet, sur les sites de streaming, notamment les sites un petit peu type archive, qui reprennent des films qui sont pas trop sortis au cinéma, etc. Donc, n'hésitez pas à les regarder. C'est spécial comme film, hein, parce que c'est japonais. Donc, bon, je vais pas vous mentir, il y a littéralement des passages où j'ai juste pas compris. Vraiment, j'ai pas compris, j'étais là, j'étais devant l'écran, je me disais, mais qu'est-ce que c'est en train de me raconter? Bref. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Il a cette pure vibe des années 80, immaculée, inégalable. Donc je vous invite, si vous aimez ce genre de choses un petit peu rétro, à aller regarder. Ça raconte l'histoire d'un groupe de lycéens qui vont se retrouver coincés dans leur école pendant un typhon. Et le film commence à peu près une semaine avant, on les voit un petit peu dans leur quotidien, il y a un genre de présentation des personnages. Et puis le point culminant du film, qui est assez long, je crois qu'il dure 2 heures. Le point culminant du film, c'est quand ils se retrouvent coincés dans l'école, et évidemment les choses dérapent plus ou moins. C'est pas une idée inédite en soi, je pense qu'elle avait déjà été faite avant, et si vous avez vu des choses plus récentes, comme par exemple le film d'animation Les Enfants Loups, on a aussi un passage comme ça où ils se retrouvent coincés dans une école à cause d'un typhon. Bref, c'est pas... l'idée en elle-même du scénario est pas ultra inédite, mais ça m'a donné la petite inspiration pour ma propre histoire. Et donc dans mon histoire, on suit pareil un groupe d'adolescents, des lycéens, qui partent à l'école le matin. C'est une belle journée d'été parce qu'on est en plein dans la période estivale, et c'est une bande de copains, donc on suit simplement leur quotidien, leur petite aventure à l'école, les petites amourettes, tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que dans ce groupe, il manque un membre, une fille de la bande de copains qui s'appelle Windy, et qui en fait, pendant l'hiver précédent, donc quelques mois auparavant, a eu un accident et depuis elle est dans le coma. Donc ça a été une expérience assez traumatique pour la bande, surtout pour 2 d'entre eux qui étaient des amis d'enfance, donc qui ont grandi avec elle et qui, bon, évidemment ça a eu un plus gros impact pour eux. Mais bon, la vie continue, hein, ma foi, ils ont bien été obligés d'aller de l'avant, donc nous on les retrouve quelques mois après cet accident. Et c'est l'été, c'est une belle journée, ils vont à l'école, tout va bien. Mais ce qu'il y a, c'est que pendant que la journée passe, on se rend compte que cette histoire d'accident, en fait, elle est un petit peu là, en toile de fond, elle gratte un peu, et on commence à se demander si cette histoire d'accident, elle est bien normale et bien nette, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un petit peu... des événements un petit peu étranges qui se seraient passés autour de ça, et voire même qui auraient abouti à cet accident. Était-ce même seulement un accident? Telle est la question que le lecteur va se poser. Évidemment, je ne révèle rien. Mais parallèlement à cette histoire d'accident qui revient un petit peu ronger le scénario, on a ce temps estival magnifique, la météo superbe de la journée qui commence à se dégrader parce que un typhon approche. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous devrez lire l'histoire pour connaître le fin mot de tout ça. Donc, comme je vous le disais, j'ai l'intention de commencer à publier pendant cet été. D'abord parce que du coup, ça me paraît un bon move de raconter une histoire qui se passe pendant l'été, pendant la période de l'été, c'est plutôt pas mal. Et aussi parce que ça va tomber pendant le concours Webtoon, donc ça m'arrange complètement. Rendez-vous cet été pour connaître les premiers chapitres de l'histoire. En attendant, à partir de ça, je peux déjà commencer à vous parler de comment j'ai développé le scénario. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué comment mon vrai problème jusqu'ici, c'était que je partais dans des scénarios extrêmement complexes, souvent avec du world building,
Donc un gros travail à faire en plus, souvent avec beaucoup de rebondissements, des histoires, des scénarios à tiroir, etc. Et que toute ma démarche pour Typhoon Club, ça a été de décider de faire un scénario beaucoup plus simple parce que les épopées incroyables en 15 tomes, 15 saisons, tout ça, franchement, est-ce bien raisonnable? Hein? Allons donc. Donc on a décidé de se calmer un petit peu et de partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. En tout cas, pour un premier scénario, je ne saurais que trop vous le conseiller. Chose que j'ai donc réussi à faire. Et la première chose, souvent, quand on va écrire une histoire, c'est qu'on a quand même si on n'a pas le scénario, on a quand même une idée, même si elle est très vague, de ce qu'on veut raconter. Par exemple, même si vous n'avez pas une idée concrète du scénario, vous savez très bien si vous voulez raconter je sais pas, une histoire fantastique surnaturelle qui se passe au XVIIe siècle, ou si vous voulez raconter l'histoire d'un PDG d'entreprise dans l'époque moderne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quand même déjà une petite bribe, une vague orientation de ce que vous voulez. Dans mon cas, je savais que je voulais raconter une histoire qui n'était pas centrée sur un personnage, mais sur un groupe de personnages. Donc une bande de copains, c'était typiquement voilà, basique. Je savais que je voulais que le laps de temps soit extrêmement court. Il faut savoir qu'entre le début de l'histoire, donc la toute première scène, et la toute fin de l'histoire, donc la dernière scène, il se passe dans le temps du scénario 24 heures. Ça commence le matin, ça se termine le lendemain matin. Et évidemment, il va y avoir d'autres choses dans le scénario qui vont allonger ce laps de temps, mais ça va être des flashbacks. C'est-à-dire qu'on va avoir des souvenirs de comment était le groupe et comment étaient les relations dans le groupe au moment où Windy était encore là et qu'elle n'avait pas encore eu son accident. Donc ça va parsemer l'histoire. Ce ne sera pas des gros flashbacks qui durent pendant 15 épisodes, mais il y aura des petits épisodes comme ça où on va avoir des flashbacks et ça va artificiellement, entre guillemets, rallonger cette période de 24 heures. Mais dans la timeline du présent des personnages, il se passe que 24 heures entre le début de l'histoire et la fin. Ça, c'était un autre point très important, une règle à laquelle je voulais pas déroger parce que je voulais que mon histoire soit courte. Et même s'il y a des flashbacks, il y a une limite quand même à ce que vous pouvez faire avec des flashbacks, à moins de partir vraiment dans un truc délirant où les 3/4 de votre scénario c'est du flashback. Sinon, évidemment que quand c'est des petits souvenirs comme ça, des petits épisodes assez courts, au final, votre histoire ne va pas être allongée non plus pendant 150 chapitres. Donc ça, c'était un deuxième point. Je savais que je voulais une histoire courte, donc qui allait se passer sur un laps de temps court. Je voulais que ce soit un groupe de personnages et pas le focus sur un personnage qu'on allait suivre, mais bien un groupe entier. Et je voulais que ce soit quelque chose qui ait l'air anodin, mais qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y avait quand même un petit mystère caché derrière tout ça. Vous voyez l'ambiance, vous voyez un petit peu le truc. Ah oui, et je voulais aussi que ça se passe dans le monde réel. Donc il ne s'agissait pas pour moi de créer un univers ou quoi. Ça aurait déjà considérablement rallongé le process. Et aussi, je voulais quelque chose de simple en fait. Ce qui est bien avec le fait de ne pas créer un univers mais de mettre ça dans la réalité, c'est que vous n'avez pas à expliquer cette réalité parce que c'est la réalité que tout le monde connaît. Donc ça vous permet d'avoir des scénarios qui sont un petit peu allégés. Parce qu'il n'y a pas tout ce côté explication à donner qui quand même facilite beaucoup la narration. Mon petit truc en plus, c'est que je voulais que ça se passe dans les années 80. Voilà, ça c'était mon truc, la petite ambiance que je voulais saupoudrer, je voulais que ce soit ambiance années 80. Voilà. À partir de ça, donc un groupe d'amis, une histoire courte, le monde réel, années 80. Pour la période de temps, l'ère dans laquelle ça se passe. Donc ambiance rétro quoi, si vous préférez. Ces 4 éléments. Et c'est à partir de là que j'ai dit, ok, maintenant qu'est-ce que je vais raconter? Mais vous voyez, j'avais déjà quand même une idée assez précise de ce que je voulais, ou plutôt de ce que je ne voulais pas. Je voulais pas que ce soit du surnaturel, je voulais pas que ce soit le focus sur un seul personnage qui serait le protagoniste et tous les autres sont des personnages secondaires. Je voulais pas que ce soit un thriller ou quoi, non. J'avais quand même une idée globale de ce que je voulais, et la plupart des gens, quand vous commencez à vouloir raconter une histoire, vous avez quand même l'air de rien une idée, même si c'est pas une idée précise de ce que vous voulez raconter, vous savez déjà ce que vous ne voulez pas raconter. Il y a des gens qui savent très bien qu'ils vont jamais faire de thriller, il y a des gens qui savent très bien qu'ils vont jamais faire de romance, etc., etc. Donc déjà ça, c'est un bon point de départ. Dans ma précédente vidéo encore, je vous ai dit que ce que j'avais fait, c'est que j'avais suivi un conseil qui disait de prendre notre grand scénario très compliqué, etc., et de
piquer un élément de ce scénario et d'en faire sa propre histoire. C'est comme ça que m'est venue l'idée de développer cette histoire de typhon qui approche, etc. Parce que c'est effectivement un des plots que j'avais. Alors c'était pas un passage crucial du scénario, mais il y avait ce petit passage où les personnages de cette grande histoire se retrouvaient coincés dans un lieu à cause des intempéries. C'était pas une école, c'était pas forcément un typhon, mais je savais qu'à un moment donné, il y allait avoir un genre de tempête et qu'ils allaient se retrouver coincés et que du coup, cette promiscuité un peu obligatoire, et malgré eux, allait les pousser à peut-être parler de certaines choses dont ils n'auraient pas parlé, révéler des non-dits, etc. Donc c'est cet élément-là que j'ai pris et je me suis dit, ok, je veux que ce groupe de personnages se retrouve coincé comme ça à un moment donné à cause des intempéries, mais je veux pas que ce soit le début de l'histoire. Ce que je veux, c'est qu'on voit le truc venir petit à petit, et donc je veux que l'histoire commence un petit peu avant. Je ne sais pas si vous êtes très familier de tout ce qui est typhon, tempête et tout ça, mais c'est souvent des choses qui arrivent très vite. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le matin il fait beau, et à la fin de la journée, c'est l'apocalypse. Donc c'était quelque chose que j'avais en tête, et je me suis dit, je veux que la journée commence, tout est beau, tout est rose, et puis au fur et à mesure, ça se dégrade. Et donc je voulais que le mystère qui était associé à ça suive un petit peu le même cheminement. Au début, on a l'impression que c'est léger, et puis petit à petit, on se rend compte que il y a quand même un petit truc qui coince. Ça va pas partir dans un thriller non plus, faut pas exagérer, mais on sent que peut-être que ce tableau un petit peu champêtre, un petit peu romance d'adolescence, peut-être que finalement il est un peu plus compliqué que ça. C'était ça mon idée. À partir de là, je me suis dit, ok, ils sont coincés, c'est un groupe de personnes, j'ai dit, ça va être des adolescents. Ça va être des adolescents simplement parce que, pour le propos que je veux servir, ça m'arrange que ce soit des personnes plutôt jeunes, parce que, déjà, on n'a pas le même rapport à l'amitié, etc. Et le même rapport même sentimental tout court, c'est-à-dire le même rapport à l'amitié, le même rapport à l'amour, le même rapport à la parentalité et tout, quand on est jeune que quand on a 40 ans. Et on n'a aussi pas les mêmes réactions. Il y a des choses qu'on peut comprendre comme comportement chez quelqu'un d'inexpérimenté qu'on va pas comprendre chez quelqu'un qui a 40 ans. On va se dire, mais pourquoi il agit comme ça, il est bête. À son âge, il devrait savoir un petit peu mieux que ça. Donc, pour les besoins de mon histoire, c'était mieux pour moi que ce soit des personnes plutôt jeunes, qui aient un regard assez neuf, et qui ne soient pas aussi expérimentées qu'une personne adulte. Je reste un petit peu sur cette histoire de choisir correctement l'âge de ces personnages, parce que parmi les incohérences ubuesques qu'on voit souvent dans les histoires, et notamment dans les mangas, ouais, petite balle perdue pour les mangas, allez hop, c'est cadeau, c'est les incohérences entre l'âge des personnages et les situations sociales dans lesquelles ils se retrouvent. Je vais dire à moi qu'il y a vraiment une très bonne excuse à ce que le gamin de 15 ans, il ait la même vie, il ait les mêmes responsabilités ou les mêmes parcours de vie qu'un gros daron de 40 ans. Je ne vois pas pourquoi on persiste à vouloir mettre comme ça dans des situations qui ne sont absolument pas des situations normales pour cet âge-là, des adolescents. Je parle même pas forcément de drame, hein. Je parle des fois des situations qui sont tout à fait basiques, mais que jamais de la vie ça pourrait se produire. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce truc dans les mangas d'envoyer des bandes d'adolescents de 16-17 ans tout seuls en vacances? En mode, ouais, les parents ils m'ont filé leur carte gold, c'est bon, on part en vacances tous ensemble. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais qui fait ça? Est-ce que vous connaissez des gens qui à 16-17 ans, partaient en vacances avec leurs potes, comme ça, sans parents, sans superviseur, rien? Mais ça va pas ou quoi? Et de façon générale, hein, vous avez remarqué comment ces gamins-là, ils ont juste pas de famille, en fait. Les parents sont jamais là. Ils font leur vie comme ils veulent, ils sortent à l'heure qu'ils veulent, ils partent en week-end comme ils veulent, ils vont dormir chez les uns, chez les autres comme ils veulent. Genre, pardon? Mais vous connaissez des gens qui étaient vraiment comme ça? Parce que moi, personnellement, non, hein. Moi, si je voulais faire un truc, tant que j'ai vécu sous le toit de ma mère, si je voulais faire un truc, c'était un rapport que je devais lui faire. Hein. Où ça, chez qui, comment, pourquoi, enfin voilà. Et y compris quand elle connaissait les gens, donc c'était quand même... Et puis, juste, on a une vie de famille. Moi, je pouvais pas voir mes copines comme je voulais. Moi, le week-end, on allait dîner chez les cousins, on allait... je sais pas, non? Est-ce que c'est moi qui suis bizarre, ou est-ce qu'on est d'accord que c'est la vie à peu près basique d'une personne lambda? Parce que eux, en fait, c'est typiquement ça. L'auteur avait ce fétichisme bizarre de la jeunesse de dire il faut absolument qu'ils aient 16 ans parce qu'on ne sait pas pourquoi, apparemment,
passer la majorité, tout d'un coup, tu peux plus avoir une vie intéressante. Je sais pas trop c'est quoi le délire, mais bon, voilà, apparemment. Mais du coup, comme je veux quand même pas m'embarrasser d'une vie familiale, de parents qui sont là sur leur dos, machin, truc bidule, eh ben, je vais juste faire comme s'il n'y en avait pas. On va juste faire comme si c'était tout à fait normal comme situation, alors qu'on sait tous que ça ne l'est pas. Donc, s'il vous plaît, soyez cohérents entre l'âge que vous choisissez pour vos personnages et ce qui leur arrive. Et de la même façon, les réactions aussi. On n'a pas du tout les mêmes réactions, on n'a pas du tout la même mentalité, et on n'a pas du tout la même expérience quand on a 16 ans que quand on en a 50, 60. Soyez cohérents avec ça, parce qu'on a aussi beaucoup ce genre d'histoire où c'est le petit gamin, petit nouveau qui connaît rien à rien, qui va donner un petit peu une leçon de vie au maître qui est beaucoup plus expérimenté, qui a la sagesse et tout. Non, non, s'il vous plaît, non. Soyez un petit peu logique. Si vous voulez mettre en scène quelqu'un qui est très jeune, donnez-lui le contexte qui va avec. Voilà, je finis pour cet aparté. De toute façon, on en reparlera quand on parlera de la création des personnages, mais gardez bien ça en tête. Donc, pour en revenir à mon histoire, l'âge des personnages, c'était bien pour moi de choisir cet âge-là parce que c'était cohérent par rapport à ce que je voulais raconter, de leur maturité, etc. Mais ça me donnait aussi le prétexte du lieu, de la zone dans laquelle ça allait se passer, à savoir l'école. Ce qui est bien avec les écoles, c'est que déjà, c'est des environnements qui sont familiers pour tout le monde, on est tous déjà allés à l'école, et aussi, c'est un petit peu un microcosme. Il y a cet ensemble de bâtiments, c'est un bâtiment qui est un bâtiment de service, donc il y a une cantine, il y a des toilettes, etc. Donc on peut laisser des gens enfermés 24 heures là-dedans, c'est pas un souci, ils peuvent aller aux toilettes, ils peuvent aller se sustenter, tout ça. Et puis, c'est un endroit où on a ses propres relations sociales. On n'a pas forcément le même comportement et on n'a pas les mêmes relations avec les gens dans l'école qu'en dehors de l'école. C'est vrai aussi dans les entreprises. Si par exemple j'avais choisi de raconter l'histoire de personnes plus âgées, j'aurais fait la même chose, simplement j'aurais placé ça dans un immeuble d'entreprise. Parce que ça marche pareil. Il y a le réfectoire pour manger, il y a les toilettes, etc., etc. Donc ça fonctionne. Ça, c'était aussi un bon prétexte pour moi, ça me donnait le lieu dans lequel ça allait se passer, et l'explication aussi de pourquoi ils sont tous au même lieu, au même moment. Oui, parce qu'ils vont à l'école, voilà, tout simplement. Il y a ça. Et puis, il y avait l'autre chose aussi assez importante pour moi, comme dans les 4 points que je vous avais évoqués au début, c'était donc la période. Je voulais que ça se passe dans les années 80. Et non seulement c'est parce que moi j'aime tout ce qui est rétro, d'ailleurs à peu près toutes mes histoires se passent dans une ambiance rétro, d'un point de vue technologie et tout, mais il se trouve que là aussi ça m'arrangeait d'un point de vue du scénario, parce que c'était important que les gens n'aient pas accès à la technologie moderne qu'on a nous. C'est-à-dire pas d'internet, pas de smartphone pour envoyer des photos, pour envoyer des textos, pour envoyer... En fait, c'est simple, dans les années 80, il n'y avait tout simplement pas de téléphone portable. Comme ça, c'est vite réglé. Et ça peut expliquer aussi un petit peu les non-dits et les problèmes de communication, ce genre de choses qui vont se passer pendant l'histoire, que ce soit à l'échelle humaine, des choses qui n'ont pas été communiquées d'une personne à l'autre, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens de communication. Je veux dire, on est dans une époque où, à moins d'envoyer des lettres, si tu n'as pas les personnes en face, tu peux pas communiquer directement. Maintenant, on envoie un mail, on envoie un texto, peu importe, mais à l'époque, on ne pouvait pas. Il y a ça, et il y a aussi la communication vers le monde extérieur. Si tu te retrouves coincé dans un tunnel ou je sais pas quoi, maintenant tu peux te dire, ok, si j'ai du réseau, même si j'ai pas du réseau, en fait, je peux me filmer, je peux documenter ce qui se passe, je peux prendre des photos, ce genre de choses. On peut pas le faire dans les années 80. Donc c'était important pour moi que pour les besoins de l'histoire, ça se passe de toute façon dans une époque où on n'avait pas tous ces moyens de communication. J'en profite encore une fois pour vous dire, soyez cohérents. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les univers un petit peu imaginaires, fantasy. On a des incohérences dans le fonctionnement. On voit un personnage qui est capable d'ouvrir des portails dimensionnels avec de la magie, et de l'autre, ils sont obligés d'envoyer des pigeons voyageurs parce qu'ils n'ont toujours pas inventé de façon plus efficace de communiquer. Vous voyez, ce genre de dissonance, il faut que vous soyez vigilants, parce que ça crée vite des univers qui sont déjà incohérents, et qui en plus mettent le lecteur... En fait, moi, par exemple, je déteste ce genre de choses parce que j'arrive jamais à savoir quand il se passe quelque chose si c'est normal, en mode, bah oui, ils savent que c'est possible et que donc ils ok que ça arrive, ou si c'est censé être quelque chose d'extraordinaire, parce que comme on ne sait pas où se situe la normalité, vu que c'est pas très cohérent, ça fait que les réactions, on ne sait pas comment réagir. Donc ça, soyez prudents.
Et essayez, si vous décidez de placer l'histoire à une certaine époque, soyez cohérent avec cette époque, voire même ayez une justification. Est-ce que vous avez une raison pour laquelle vous voulez que ça se passe, par exemple, dans les années 80 ? Ou est-ce que, si vous n'avez pas de raison, en tout cas, est-ce que ça ne va pas gêner pour le scénario ? Parce que des fois, on fait des choix et on se rend compte au fur et à mesure qu'on écrit l'histoire qu'en fait, ça ne nous arrangeait pas tellement que ça se passe à cette époque. Peut-être qu'il faudrait mieux que l'histoire se passe à une autre époque. Donc, soyez vraiment vigilants là-dessus. Ok, donc à ce stade, j'ai déjà quelques pistes d'écriture. Je sais à peu près quel est l'événement principal. Je sais que je veux que ça se passe avec un groupe d'adolescents, dans une école. Je sais que je veux que ça se passe dans les années 80, ok. Maintenant, cette histoire de petit mystère qui va se dérouler autour de l'histoire et qui va être donc le fil conducteur du scénario, qu'est-ce que c'est ? Et donc là, il a fallu que je trouve quelque chose qui soit un élément qui allait de façon égale impacter tout le groupe. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce soit un événement qui est arrivé à un seul membre du groupe dans sa vie périphérique. Par exemple, son père a eu un accident de voiture, il est mort. Bon, certes, c'est tragique pour lui et ses amis vont l'aider à traverser cette épreuve, mais ça n'a pas d'impact direct sur l'ensemble du groupe. Donc, il fallait que ce soit quelque chose qui soit plus centré sur le groupe, d'où le fait que je me suis dit, ok, on va prendre un des membres du groupe et il faut qu'il soit arrivé quelque chose aux membres du groupe. Et tant qu'à faire, ce sera un membre qui était un petit peu un membre central, parce que Wendy, dans ce groupe-là, c'était un petit peu celle autour de qui gravitait le reste du groupe. Évidemment, chacun a ses affinités. Par exemple, il y a un personnage qui, en fait, est arrivé dans le groupe parce qu'il était d'abord ami avec un des autres personnages, etc. Mais le point tous qu'ils avaient en commun, c'était plus spécifiquement cet ami-là. Et du coup, il fallait que ce soit elle qui soit arrivé quelque chose, de sorte que tout le monde était impacté. Plus ou moins, parce que, comme je disais, il y en a qui sont un peu des amis, mais l'un dans l'autre, il fallait que tout le monde les ressentît à un certain niveau. Donc ça, à partir de là, après le reste, ça n'a pas été très difficile à trouver. Je me suis dit, ok, il faut qu'il lui soit arrivé quelque chose, mais je voulais que ce soit arrivé avant le début de l'histoire. En fait, je voulais que ce soit un peu comme si vous débarquiez vous-même, en tant que lecteur, dans un nouveau groupe d'amis, et que vous appreniez, voilà, qu'il s'était passé ça et tout, voilà. Donc je voulais que ce soit passé avant. Je voulais aussi qu'il y ait toute, du coup, cette notion des flashbacks, qui est là pour raconter ce qui s'est passé avant. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai fait ces choix de scénario, et à partir de là, j'avais littéralement la trame principale de mon histoire, en fait. À partir de cette base, je me suis dit, très bien, tu sais à peu près ce qui va se passer, tu connais l'époque et tout, ça, is ok, ça c'est plus tout ce qui est le contexte, mais c'est pas le scénario en lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Je savais que j'avais un personnage central, qui est le personnage de Wendy, mais qui, je le rappelle, n'est pas à proprement parler dans l'histoire, puisqu'au moment où commence l'histoire, elle n'est pas là, elle est dans le coma, donc on la voit pas vraiment en présentiel, elle n'est pas directement là tout au long de l'histoire. Donc elle, c'est un petit peu le fantôme qui traverse l'histoire. Elle est tout le temps ramenée sur le tapis, mais elle n'est pas là, en fait. Elle est là sans être là. Après, l'histoire en fait qu'on suit, c'est l'histoire de son groupe d'amis. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'elle n'est plus là, qu'ils ont continué leur vie, mais que finalement, ils ne sont jamais vraiment passés outre cette histoire d'accident. Et qu'est-ce que je vais raconter ? À partir de là, je me suis dit, d'accord, il faut que ce soit un groupe d'amis, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de personnages non plus, parce que ça, c'est une des erreurs qu'on fait souvent, notamment quand on décide de créer les personnages avant de créer le scénario, c'est qu'on va faire trop de personnages. Normalement, dans une histoire, que ce soit au niveau des événements, du world building ou des personnages, si ce n'est pas utile à la compréhension du scénario, ça dégage. Ça dégage. Ne le gardez pas juste parce que vous aimez bien l'idée ou juste parce que vous aimez bien ce personnage et tout. Non. Enlevez-le. Enlevez-le, gardez cette idée bien au chaud, ce sera pour une prochaine histoire. Je sais que c'est difficile. Je sais que souvent on n'arrive pas à s'y résoudre. Mais c'est ce qui va vous permettre d'arriver vraiment à faire votre histoire. Ne vous encombrez pas de ce qui n'est pas utile. Si vous pouvez raconter la même histoire sans toute cette ribambelle de personnages ou sans faire un passage entier où vous allez nous expliquer par A plus Z comment fonctionne le système de magie de cet univers que vous avez inventé, je sais pas quoi, vraiment enlevez-le. Enlevez-le.
C'est pas grave, c'est pas grave. Vous utiliserez ces idées une prochaine fois. Ou peut-être que vous pourrez les réutiliser plus tard dans votre histoire, mais de façon beaucoup mieux mise en scène et beaucoup mieux intégrée, beaucoup plus fluide. En tout cas, pour le début, faites au plus simple. Ne prenez que le strict nécessaire. Ensuite, peut-être, vous pourrez rajouter des choses. Mais en tout cas, pour le début de l'écriture, vous prenez vraiment ce qui est essentiel. Donc, je savais que je voulais un groupe d'amis. Il fallait que ce soit quand même un groupe avec quelques personnes, mais pas trop non plus. Donc, c'est pas compliqué. J'ai simplement écrit mon histoire. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer au début? Qu'est-ce qui va se passer au milieu? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Bon, en vrai, c'est un petit peu plus chaotique que ça, parce que souvent, on a des idées de scène très précises, des idées qu'on aime bien, des interactions qu'on aimerait bien voir entre deux personnages, ce genre de choses. Des fois, on a le début, mais on n'est pas sûr de comment ça va se terminer. Des fois, on sait comment ça va se terminer, mais on ne sait pas trop comment ça va commencer. Peu importe. Quelles que soient les bribes d'idées que vous avez, quel que soit le scénario que vous avez l'intention d'écrire ou quoi, vous faites tous la même chose. Vous prenez des post-it et vous écrivez chaque idée que vous avez, si c'est juste une conversation, si c'est juste un échange téléphonique, si c'est juste la création d'un personnage, peu importe, on s'en fiche. Vous écrivez n'importe quel bout d'idée que vous avez, aussi petite soit-elle, ou si c'est un événement absolument incroyable qui va se passer dans l'histoire, peu importe, vous le notez, et pour chaque idée, vous prenez un post-it. Pourquoi les post-it? Pourquoi pas juste l'écrire sur un cahier? Parce que vous allez voir que très souvent, au fur et à mesure que vous allez écrire vos idées, vous allez devoir les placer différemment. L'idée, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez tous vos post-it, vous pouvez déplacer les événements, les mettre les uns avant les autres. Là, finalement, vous vous rendez compte que c'est mieux si c'est vers la fin de l'histoire. Ce truc-là, finalement, c'est mieux si ça se passe avant tel autre truc, et vous pouvez les redéplacer comme ça. C'est comme ça que j'ai écrit mon histoire. J'ai noté toutes les idées que j'avais. Alors, des fois, il y avait des trous, hein. Des fois, je ne savais pas ce qui se passait entre tel passage et tel passage. C'est pas grave. J'ai noté au moins tout ce qui me venait comme ça, avec un petit peu de réflexion, ou même des fois totalement naturellement. Des fois, on a des idées qui pop comme ça. Et c'est, hop, tu notes. Et une fois que j'avais tout noté, et j'avais déjà, je crois, au moins une quinzaine de post-it, ce qui est plutôt pas mal, j'ai commencé à me dire, ok, maintenant, dans la timeline, dans la temporalité, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe avant quoi? Est-ce que cet événement, je peux le placer n'importe où, ça n'a pas tellement d'importance? Ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit au début parce que sinon c'est pas très cohérent avec la suite, etc., etc. Et j'ai commencé à placer mes éléments de scénario, en tout cas ceux que j'avais, de cette façon. L'intérêt de cette technique, c'est aussi qu'elle vous permet d'avoir une idée extrêmement précise de ce que vous avez déjà et surtout de ce que vous n'avez pas. Par exemple, vous savez qu'à un moment donné, tel et tel personnage, il va y avoir une romance entre les deux. Mais par contre, vous savez que dans tel autre passage, tel et tel personnage, ils vont se retrouver dans le même immeuble. Oui, mais vous ne savez pas encore pourquoi. Vous savez que pour les besoins de votre scénario, il faut qu'à un moment donné, ils soient dans le même immeuble. Mais vous n'avez pas encore trouvé la raison du pourquoi ils se retrouvent dans le même immeuble. Et is ok, c'est pas un souci. Là, ce qui est important, c'est que vous avez les éléments principaux. Ce qui est bien, en fait, ce qui est essentiel, c'est que vous arriviez à faire ça pour la trame principale de votre histoire. C'est-à-dire que normalement, vous devez savoir pourquoi, qui, comment et à quoi ça aboutit. Vous devez avoir une idée globale de l'histoire, vous devez savoir à peu près comment ça va commencer. On ne vous dit pas qu'il faut que vous sachiez ce qui se passe dans la première scène, hein. Mais il faut que vous ayez une idée du début. Donc, par exemple, dans mon histoire, je savais que le début, c'était le début de la journée, tout simplement. Voilà. Vous avez une idée du début. Vous savez à peu près quels vont être les rebondissements. En tout cas, vous savez qu'il va y en avoir tel et tel moment. Et vous avez la fin de votre histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle le outline de votre scénario. C'est-à-dire, en gros, le contour général, l'idée globale de votre histoire. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas commencer à rentrer dans les détails. Vous ne pouvez pas aller dans les détails si vous ne savez pas déjà en gros de quoi ça parle. Et je dis pas que vous ne pouvez pas avoir des idées de détails. Des fois, vous avez comme ça une idée précise de conversation ou une scène, une interaction par exemple un petit peu mignonne ou un petit peu drôle ou quoi entre deux personnages. Notez-les. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas là-dessus que vous devez vous concentrer. C'est pas ça que vous devez développer. Ce que vous devez développer, c'est l'idée globale. Parce que ces petites interactions-là, elles ne vivront pas si vous savez pas quelle est l'histoire dans laquelle ça va se passer. Donc, il faut que vous ayez l'idée générale de votre histoire. Donc concrètement, moi, j'ai
Pour tout vous dire, j'ai l'intégralité de l'histoire, en fait. Là, si demain, je reste juste sur les idées que j'ai posées sur mes petits post-it, je peux déjà faire l'histoire complète. J'ai pas de trou dans mon scénario. Ce que j'ai, en revanche, c'est un petit peu de flexibilité pour changer certains éléments, pour en retirer ou pour en ajouter au contraire si je pense que ça peut rendre le personnage plus intéressant, plus profond ou quoi, je peux rajouter des choses. Mais la trame principale, elle est écrite. Et quand je dis elle est écrite, encore une fois, je parle de phrases sur des post-it. Hein. J'ai pas écrit la dernière phrase de dialogue, j'ai pas écrit la première phrase de dialogue non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'en étais à ce stade-là, je savais ce qu'il allait se passer, je savais quels étaient les éléments déclencheurs, etc. Mais on vous demande pas d'écrire dans le moindre détail ce qui se passe ensuite. Ça va dans la suite, c'est quand vous allez écrire les scripts. Là, pour l'instant, vous êtes juste en train de faire le grosso modo votre scénario. Et vous seriez étonné du nombre de personnes qui commencent à dessiner leur histoire alors qu'ils ne savent littéralement pas vraiment ce qui va se passer. Des fois, ils ont que le début, ils savent absolument pas où l'histoire va aller, et du coup, ils se retrouvent très vite coincés, parce qu'on a vite épuisé ses idées, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et sachez que c'est toujours beaucoup plus clair dans votre tête que ça ne l'est réellement. Hein. Quand vous allez commencer à l'écrire, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, des fois il y a des choses qui se contredisent, on s'en était pas rendu compte, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important de tout écrire, pour avoir quelque chose de vraiment concret sur lequel vous pouvez poser vos yeux et vous dire, ok, ça en fait ça va, ça en fait ça va pas, de là à là je sais pas ce qui se passe, mais par contre je sais que de là à là il va se passer ça, donc ça is ok, et vous pouvez comme ça vraiment mieux vous organiser. En tout cas, il faut que vous ayez une idée globale du scénario, et à partir de votre idée globale, vous allez pouvoir ensuite rentrer dans le détail. Encore une fois, c'est dans ce sens-là que ça marche, et pas l'inverse. Ok ? Je vais essayer d'illustrer mon propos avec un exemple. On va dire que vous voulez écrire une romance. Une romance bien fleur bleue, bien cliché, because why not ? Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise histoire, il n'y a que des mauvaises façons de raconter. Donc n'ayez aucun scrupule à utiliser des clichés ou des histoires vraiment bateaux. On ne vous demande pas d'être original. D'ailleurs, souvent, les gens, quand ils viennent pour lire une romance fleur bleue, ils veulent retrouver les choses qu'ils ont l'habitude de voir dans les romances fleur bleue. Ça ne les intéresse pas que vous révolutionnez le genre. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver leurs choses habituelles, leurs petites choses cocooning. Et les gens vont chercher souvent à lire des histoires similaires parce qu'ils veulent retrouver les choses qu'ils aiment. Ils veulent retrouver les archétypes, ils veulent retrouver les dynamiques entre les personnages, ils veulent retrouver le type d'éléments de scénario qu'ils ont l'habitude de voir, etc. Donc il n'y a pas de souci sur le fait d'utiliser des histoires qui ne sont pas forcément hyper originales. L'important, c'est que vous arriviez à vous les approprier et que vous racontiez ça à votre façon. C'est ça qui va faire le charme de l'histoire. Donc, vous avez décidé de raconter une romance, on va dire entre, un garçon et une fille, et la fille, c'est votre protagoniste. Mettons. Et vous avez décidé que le premier élément de l'histoire, c'est qu'ils allaient se rencontrer. C'est pas obligé, des fois il y a des histoires d'amour entre des amis d'enfance, etc. Mais là, vous avez opté pour une rencontre entre les deux. Ils se connaissent pas, et du coup, vous savez déjà que l'élément déclencheur de votre histoire, le fameux petit truc qui lance le scénario, pour vous, ça va être la rencontre entre les personnages. Donc vous avez déjà le début de votre histoire. C'est pas grave si vous savez pas exactement ce qui va se passer entre les deux. Au moins vous savez que ça va être le début, qu'il va y avoir une rencontre. Peut-être que vous avez une vague idée, peut-être que vous vous dites peut-être l'héroïne va voler au secours du gars, et du coup c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Peut-être que vous n'avez pas d'idée du tout, c'est pas grave. En général, vous avez quand même un petit soupçon de quelque chose, mais en tout cas, vous savez qu'il va y avoir une rencontre entre les deux. Ça, c'est votre début. Après, vous savez qu'il va y avoir des petites interactions, des rencontres fortuites. Oh là là, dans tel passage, ils vont se retrouver coincés tous les deux dans l'ascenseur. Bon, mais vous avez des petites idées comme ça, peut-être pas, c'est pas bien grave, mais vous savez qu'à un moment donné, il va y avoir un élément fort, par exemple, le gars va avoir un accident. Bon, là, il va y avoir une première épreuve qui va un petit peu mettre en challenge leurs sentiments, leurs relations, peut-être que ça va être l'occasion de révéler des choses, etc., etc. L'histoire continue avec cet élément qui a été intégré dans l'évolution des personnages et tout, et puis là, un troisième personnage arrive. Ça peut être peut-être un rival, ça peut être au contraire un autre prétendant, on ne sait pas. Mais en tout cas, il se passe un nouvel élément. Est-ce que ça veut dire que l'héroïne, elle va décider de partir avec cette nouvelle personne, ou est-ce qu'au contraire, ça va consolider sa relation avec l'autre? Là, c'est vous qui savez. Vous décidez que, par exemple, finalement, elle va opter pour la nouvelle personne parce que
elle va se rendre compte qu'il y a tel et tel souci avec le protagoniste du début. Et donc vous savez que la fin de l'histoire, c'est quand elle va enfin admettre qu'en fait, la bonne personne pour elle, la personne qu'elle aime vraiment, c'est cette deuxième personne qu'elle a rencontrée plus tard. Et voilà, fin de l'histoire. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails, hein, mais vous savez déjà que vous avez l'outline de votre histoire, c'est-à-dire que vous savez déjà, grosso modo, que vous allez devoir créer un protagoniste, un prétendant, un rival ou je ne sais trop quoi, etc. Donc vous avez déjà une idée de qui vous devez créer comme personnage, en tout cas pour la base. Évidemment, après, il y a des amis, des machins de trucs, mais en tout cas pour la base. Et puis, c'est quand vous allez commencer à écrire les détails, par exemple, ce nouveau prétendant, est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la même classe? Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste décidé de venir la draguer un jour pendant qu'ils étaient à un café? Je sais pas. Vous allez après peaufiner les détails. Mais pour commencer vraiment, vous n'avez pas besoin de ça. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir l'idée générale. Vous savez ce qui se passe au début. Vous savez qu'il va y avoir 2 éléments très importants, 2 éléments un petit peu chocs dans votre scénario, et vous connaissez la fin de votre histoire. À partir de là, déjà, vous avez votre base, et à partir de là, vous pouvez commencer à réellement travailler sur les personnages, l'univers, etc. Encore une fois, vous créez votre histoire, et après seulement, j'insiste, vous créez les personnages. Vous commencez pas par créer une ribambelle de personnages. Vous êtes là en mode, alors je vais créer une héroïne, et puis il va y avoir son gars, et puis il va y avoir le rival, et puis il va y avoir la sœur, et puis il va y avoir les grands-parents, et puis il va y avoir le chien. On s'en fiche. On s'en fiche de tout ça. Non. Vous écrivez votre scénario, et après, vous vous dites, ok, là, il va falloir déjà que j'ai tant de personnages de base juste pour raconter mon histoire. Au minimum, je sais qu'il me faut ces 3 personnages-là. Et ensuite, quand vous allez commencer à peaufiner, vous allez commencer à vous rendre compte que vous allez devoir intégrer tel ou tel personnage, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que vous créez l'ensemble des personnages, pas avant. Et c'est à ce moment-là que vous allez décider, si jamais ça se passe dans un monde imaginaire, de quelles infos vous allez devoir donner au lecteur pour qu'il comprenne ce qui se passe dans l'histoire par rapport à ce monde que vous avez imaginé. Ne donnez pas d'informations qui ne sont pas utiles. D'accord ? La façon dont ça s'est appliqué à mon histoire, c'est que, comme j'avais l'outline, à partir de là, ça a été assez facile d'écrire le reste du scénario. Alors évidemment, quand j'ai fait l'outline, j'avais pas encore les détails, je savais pas ce qui se passait exactement dans les scènes du début, je savais pas quels allaient être tel élément d'intrigue, mais j'avais déjà une idée assez précise. Je savais que le début, ça s'imposait de lui-même, c'était le début de la journée tout simplement, donc c'était déjà une piste pour commencer le premier chapitre. Je savais que le premier chapitre c'était le début de la journée, voilà, simple, basique, parce que le scénario impliquait ça. À partir du moment où je fais un scénario qui se passe pendant une journée d'école, le début de la journée, c'est le début de l'histoire, en fait, tout simplement. Ensuite, je savais que j'allais mettre en scène un groupe d'amis. Je sais que j'ai une intrigue avec un des personnages à qui il est arrivé quelque chose et qui va être un petit peu le fil, ce qui va tenir le scénario tout au long de l'histoire, et que donc il fallait que je trouve des éléments d'intrigue qui expliquent ça. Je savais déjà à peu près ce qui allait se passer au milieu de l'histoire. J'avais une idée assez précise de quels étaient les événements. J'ai aussi, de fait, trouvé quels étaient un petit peu les éléments négatifs, parce que là, tel que je raconte, on dirait l'histoire d'une bonne bande de copains, mais évidemment, il faut qu'il y ait un petit peu d'intensité dramatique, il faut qu'il y ait des antagonistes, donc des personnages qui vont être un petit peu néfastes dans l'histoire, donc ça, je savais aussi que j'allais devoir l'intégrer. J'avais pas encore décidé qui, comment, pourquoi, mais je savais qu'ils allaient être là. Et je savais déjà comment ça allait se terminer. Là aussi, c'était assez simple. Ça se termine avec la fin de la journée, en fait, tout simplement. Enfin, la fin de la journée. Comme je vous ai dit, ça se passe sur 24 heures. Ça commence le matin et ça se termine le lendemain matin. Donc, je savais que la fin de l'histoire, c'était le lendemain matin. Voilà, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la conclusion de cette histoire. Voilà. Et à partir de là, j'ai pris tout ce que j'avais comme élément de plot qui était déjà à peu près certain, et je me suis dit, ok, pour en arriver à tel élément de scénario, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin en termes de personnages et de quoi j'ai besoin en termes de scénario. Et c'est comme ça que vous allez commencer à écrire réellement votre scénario. Les détails ne vont venir qu'une fois que vous avez fait l'outline. Vous savez grosso modo ce qui va se passer et tout votre travail d'écriture, ça va être ok, comment je vais de tel point à tel point. De quoi je vais avoir besoin en personnage, de quoi je vais avoir besoin en scénario. Et c'est comme ça que vous rentrez dans les détails.
Et tout ceci, ce sera pour la prochaine vidéo. Parce que oui, là, ça fait déjà un petit moment que ça dure, il est temps que je m'arrête. La vidéo commence à être un petit peu longue. Donc je pense que pour tout ce qui est l'écriture après du détail, comment est-ce qu'on va commencer à peaufiner un petit peu tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être là, la partie 1, je vais l'appeler scénario global ou globalité ou un truc comme ça. Et la partie 2, ce sera un petit peu plus sur le détail des scénarios, de comment écrire un petit peu tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, que peut-être ça vous a donné des idées, ou peut-être que ça va vous donner envie de faire certaines choses. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent. Merci à toutes les personnes qui commentent, ça me fait super plaisir et en plus c'est super utile. Donc merci à vous. Évidemment, je vous invite à laisser un petit like et à partager si vous le pouvez. C'est vraiment sympa et puis c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et ce qui me donne envie de moi de continuer à faire ces vidéos. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. Un gros bisou à mes petits Patreons adorés qui me soutiennent, que ce soit dans l'abonnement gratuit ou dans l'abonnement payant, tout soutien est bon à prendre, donc merci infiniment. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, si vous voulez voir un petit peu des petites images de la BD et tout ça. J'espère aussi que ce que vous avez vu pendant cette vidéo, le petit speed painting de la colorisation de ma BD, ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!